Avant de commencer, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Karim Debache, grâce à qui j'ai découvert ce film. Force à toi mon frère. Le beat'em all, terme signifiant frapper les tous, est un genre vidéoludique qui consiste à frapper tous les ennemis qui se trouvent sur le chemin du joueur. Le principe est très simple, vous avancez d'écran à écran au fur et à mesure que vous battez un certain nombre d'ennemis correspondant à chaque écran. C'est ce qu'on appelle le scrolling, et à la fin du niveau, vous affrontez un boss. De manière générale, les beat'em all se situent en milieu urbain. Par exemple, vous démarrez la partie dans les rues, en passant par des usines, le métro, les bars, la forêt, etc., pour finir dans l'antre du dernier boss du jeu. On n'hésitera pas à les situer dans d'autres univers, comme par exemple la légende arthurienne. Pour ma part, les beat'em all font partie de mes genres favoris, en dehors des jeux d'action, des jeux de combat et des shoot'em up. Et Dieu sait que j'en ai bouffé des tas de beat'em all. Double Dragon, Street of Rage, Final Fight, les Tortues Ninja 4 sur Super Nintendo, et tous les autres beat'em all de Capcom. Et le dernier jeu que j'ai attaqué est le très récent Street of Rage 4, qui est carrément un vrai régal à jouer. Dans ce genre de jeu, vous avez plusieurs possibilités de battre vos ennemis. Soit vous enchaînez des combos à main nue, soit vous les projetez, soit vous utilisez des armes dont votre adversaire est en possession. Genre armes blanches, pattes de baseball, tuyaux, etc. Ajoutez à cela la possibilité de restaurer votre barre de vie en ramassant de la nourriture cachée dans des éléments de décor. Et tout ça, c'est quasiment du fun absolu. Ok, mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça en fait? Parce que le film dont il est question dans cette vidéo a influencé la création des majorités des jeux dont je viens de vous citer tout à l'heure. À commencer par Double Dragon, sorti en 1987 sur bande d'arcade. Et tous les éléments qui ont fait le succès du jeu, vous les trouverez dans Les Guerriers de la Nuit, sorti en 1979, réalisé par Walter Hill, le réalisateur des 48 heures. Et dans ce film, nous allons parler d'une guerre de gangs. Dans les années 1970, les Riffs, un gang très influent, rassemblent toutes les bandes de New York afin de proposer une trêve. Seulement voilà, Cyrus, le chef des Riffs, a été assassiné et Luther, le coupable, a pointé du doigt un membre des Warriors. Tous les gangs de New York se manifestent contre eux et commence donc alors une lutte pour la survie, car les Warriors vont devoir regagner leur territoire, Coney Island, tout en affrontant de multiples obstacles. Ce film, Les Guerriers de la Nuit, est basé sur le roman éponyme écrit par Sol Yurik en 1965. Au départ, le film devait être un western, mais par manque de financement, Walter Hill et Lawrence Gordon, le producteur du film, ont présenté The Warriors à Paramount Pictures. Le projet a été bien entendu validé à condition que le film se réalise avec un budget restreint. Et nous y voilà. Les Guerriers de la Nuit a fini par voir le jour aux États-Unis un beau jour de février 1979, et ce n'est qu'un an plus tard qu'il apparaîtra sur nos écrans. Et à l'époque, le film était interdit au moins de 18 ans, sans doute à cause de l'apologie à la violence, mais pas que. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. La grande force de ce film, c'est son ambiance. Nos anti-héros évoluent dans une jungle européenne nocturne où la racaille surgit de l'ombre. Et pas n'importe quelle racaille d'ailleurs. Genre des racailles, mais vraiment ultra stylées. Tu as des patineurs, des joueurs de baseball maquillés comme Kiss, des bérets rouges et même des mimes. Bref, tous ces gangs, tous présentés au générique du début du film, représentent la variété ethnique et culturelle. Et ça me plaît. En ce qui concerne les Warriors, je n'ai pas grand chose à dire, les membres se valent aussi bien l'un que l'autre, mais je n'en ai retenu que deux dans le lot. Le premier est bien entendu Swan, le chef des Warriors, interprété par Michael Beck. Par contre, je trouve vraiment regrettable qu'il n'ait vraiment pas fait une longue carrière, parce que dans ce film, il a un charisme de fou. Et le deuxième, mon préféré, Ajax, interprété par James Remar. La première fois que j'ai vu ce gars, c'était dans le rôle d'Albert Gans de 48 heures. Ensuite, il a joué un agent du FBI dans Fast and Furious 2. Et entre autres, il s'est mis dans la peau de Raiden dans Mortal Kombat Destruction Finale. Dont la seule scène que je retiendrai, c'est celle-là. Bref, dans ce film, The Warriors, James Remar joue le rôle d'un sale con. C'est le plus arrogant de toute la bande qui pense plus à sa bistouquette qu'autre chose, mais c'est aussi un grand bagarreur qui a tout de même de la considération pour ses camarades. Et c'est pour toutes ces raisons que ce personnage est mon préféré de tout le film. Mais en termes de sale con, Remar est un bébé cadom en comparaison d'un certain David Patrick Kelly. À l'instar de Remar, il jouera dans 48 heures le rôle de Luther, pas ce Luther-là, un autre Luther, et aussi dans le rôle de ce gars-là. Faudrait que j'arrête de répéter cette blague parce que sinon ça devient chiant. Allez, grouille-toi la voiture, putain. Et pourquoi est-ce que je dis que Luther est un gros connard de merde? Plusieurs réponses. Il n'a pas respecté les règles de la trêve en tirant sur Cyrus, c'est un putain de mégalomane, il traite ses camarades comme de la merde, et de plus, sans vous spoiler, lorsque vous entendrez la raison du meurtre de Cyrus, vous aurez encore plus envie de l'écrabouiller, mais d'une violence difficile à imaginer. Et d'ailleurs, en parlant de violence, à sa sortie, The Warriors a été interdit au moins de 18 ans à cause de la violence représentée dans ce film. Ce n'est pas violent dans le sens où il y a des litres d'hémoglobine qui jouissent à droite à gauche, mais n'empêche que ça reste barbare. Les personnages se rentrent dedans, que ce soit à main nue, à coups de batte, à coups de cocktail molotov, dans un parc, au métro, dans les toilettes, on n'hésite même pas à balancer une chaise sur une femme, parce que oui, il y a aussi des gangs de femmes dans le film. Bref, dans Les Guerriers de la Nuit, les combats sont aussi bourrins qu'inventifs. Je regrette juste qu'il n'y ait que 3 grosses scènes de mêlée. Quand tu regardes un film comme The Warriors, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'en voir plus quoi. Mais bon, si on veut davantage de combats,
Autant jouer à des jeux vidéo, vous ne trouvez pas? Bon, j'ai parlé du casting, j'ai parlé de l'ambiance chaotique du film, mais qu'en est-il du reste? Comme par exemple, la photographie tout bonnement magnifique, il n'y a qu'à voir le début du générique pour le comprendre. Et d'ailleurs, dans le premier plan du film, on voit le Wonder Wheel de Coney Island, le défilement du métro new-yorkais en direction du Bronx. Et la musique, putain. Juste la musique. Barry DeVorzon a juste signé ici une des meilleures compositions de toute l'histoire du cinéma. Bah tiens, tapez ceci dans la barre de recherche, vous comprendrez vite pourquoi. Ça donne directement le ton du film, c'est badass à souhait, ça sonne bien comme du mélange funk et rock dans les années 1970. Quand j'entends ce morceau, je n'ai qu'une seule envie, c'est de taper du pied en dansant sur ce thème, quoi. Donc franchement, il y a des BO qui vous collent à la mémoire. Et le thème des Warriors en fait partie. Et ce même morceau fait partie de la meilleure scène d'ouverture jamais réalisée au cinéma. Et après, il y a d'autres détails dont je pourrais malheureusement vous dévoiler à la partie spoil. Mais si vous êtes un féru du genre beat'em all, alors The Warriors est un film pour vous. C'est un film culte qui a été malheureusement mal reçu à sa sortie à cause du manque de réalisme et des dialogues trop gardés, mais au moins, ça raconte quelque chose. La révolte du jeunesse new-yorkaise contre les forces de l'ordre, de la diversité culturelle et ethnique, une histoire fraternelle, car malgré quelques conflits d'intérêts, les Warriors se serrent les coudes. Et tout ça accompagné d'une musique et d'une mise en scène très réussie. Et sur ces bonnes paroles, nous allons passer à la partie spoil. Et c'est parti. Et là, ce sera une partie plus axée sur le fond que sur la forme, étant donné que j'ai déjà tout dit sur ce point-là. Et je vais commencer par le personnage de Cyrus. Malgré sa courte apparition, à cause d'un certain imbécile qui a jugé pour de le flinguer, je trouve que c'est un personnage qui en jette. C'est un chef de gang très influent, tous les autres gangs l'écoutent, l'acclament, le respectent. On pourrait presque croire que c'est le messie des gangs de New York. C'est pour ça que, suite à l'avis de recherche de ses présumés assassins, à savoir les Warriors, tous les gangs veulent la peau de ces derniers. Même les meufs qui ont piégé 3 membres des Warriors, on comprend leur motivation car elles ont de l'admiration pour Cyrus. Et à propos de personnages féminins de ce film, je vais rapidement mettre une mention à la DJ dont on voit uniquement la bouche collée au micro, mais qui s'apparente comme le porte-parole des bas-fonds de New York. Un exemple d'une bonne idée de mise en scène d'ailleurs. Merci, bon, même si elle est casse-couille par moments, force est d'admettre que c'est un personnage doté d'une force, parce qu'en fait, c'est une ratée, mais une ratée qui se bat pour s'en sortir. Je m'explique, au départ, elle faisait partie des Orphans, soit un gang de bas étage, mais depuis qu'elle a rencontré les Warriors, elle a senti en eux comme une lueur d'espoir. Enfin, c'est surtout en soi qu'elle a senti ça. Ce n'est pas juste une fille qui pète plus haut que son cul et qui a soif d'aventure, c'est surtout qu'elle voulait sortir du trou paumé où elle vivait autrefois. Par contre, ce qui m'a fait le plus chier, c'est quand elle a laissé Fox se démerder tout seul quand il se battait contre un flic. Où est Fox? Il s'est fait coffrer. Non, il est passé sous un train. À cause de toi qu'il a laissé derrière. Et par ailleurs, il n'y a pas que Fox qu'on a perdu en cours de route. Il y a aussi Ajax qui s'est fait coffrer. Mais genre, il s'est fait bêtement coffrer. Autant, ça m'a dégoûté parce que, je me rappelle, c'est mon personnage préféré du film. Autant, il a quand même bien cherché. Comme je vous l'ai dit, il a préféré penser à sa bite plutôt qu'à ses camarades, qui eux l'ont suggéré de le faire une fois de retour à Coney Island. Résultat des courses, il s'est fait baiser en toute beauté car il voulait s'envoyer en l'air avec une nana qui s'avère être un flic. Espèce de queutard, tu pouvais pas t'entêter à la maison pour faire ça? Ma parole, vous devenez tous pédés. Mais bon, de notre côté, il a quand même la chance d'avoir de bons camarades qui veulent à tout prix s'assurer que tout se passe bien du côté d'Ajax. Encore une fois, une démonstration de fraternité, chose que l'autre a manqué de faire au dernier moment. Pour finir, en termes de personnages présents dans le film, on a vu des racailles, on a vu des flics, mais du côté des civils, c'est rare. Le seul passage où on voit des passants, disons, plus aisés socialement, c'est à la dernière étape avant que Swan et ses amis arrivent enfin chez eux. Les regards se croisent, d'un côté Swan et Mercy qui ont envie les deux couples, et de l'autre, les couples en question qui regardent Swan et Mercy. Je suis partagé au sujet de la raison par contre. En dehors de la crainte, c'est soit du mépris, soit de la pitié. Les deux sont possibles. Bref, ce passage, non seulement c'est une transition de la nuit au jour, mais en plus, ça lançait un déclic chez Swan. Il a contemplé la ville pendant un instant, et après avoir constaté que Coney Island le jour est moche, pour vivre dans la lumière, il décide de s'en sortir. Avec Mercy bien entendu. Et de l'autre côté, les Riffs, grâce à l'intervention d'un témoin de l'assassinat de Cyrus, connaissent enfin la vérité et se rendent compte de l'innocence des Warriors. Donc, les 10 dernières minutes du film qui se déroulent à l'aube signifient que tout a été éclairci. Son a remis Luther à sa place, les Riffs ont pris le relais, bien fait pour sa gueule, et les Warriors sont de nouveau libres comme la mer. Ils se dirigent vers l'horizon, et le film se conclut. Et d'ailleurs, voilà la mienne de conclusion. Ce film est culte. Non seulement parce que c'est le précurseur de genre beat'em all, mais en plus de tous les axes de réflexion que j'ai évoqués plus tôt, la mise en scène, la photographie, la musique, les personnages, tout ça rend le film carrément dynamique. Tout à l'heure, j'avais reproché au film de ne pas avoir plus de scènes de baston que ceux présents dans le film, mais dans le fond, après l'avoir visionné plusieurs fois, je trouve que le film actuel se suffit à lui-même en fait de compte. Et c'est avec grand plaisir que je le verrai de nouveau. Ce film a ne manqué sous aucun prétexte. On est d'accord? Voilà mes chers amis, c'était mon retour sur The Warriors, les guerriers de la nuit de Walter Hill. J'espère que cette critique vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez le pouce bleu, ça ne coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ciao.